Aujourd'hui, nous partons découvrir l'histoire d'un fleuve aux multiples visages. Histoire du Rhône. Le fleuve est né à la fin du Tertiaire, il y a de cela entre 5 et 10 millions d'années. À l'origine, la partie du fleuve comprise entre le lac Léman et Lyon n'existe pas. Le Rhône se confond donc avec l'actuelle Saône. Le lit actuel du fleuve se trouve un peu plus à l'est qu'à cette époque, mais l'essentiel de l'évolution du fleuve est le fait d'aménagements faits par l'homme. L'origine d'un nom. À sa source en Suisse alémanique, le fleuve s'appelle Rothen, R-O-T-E-N. Or, dans les vieilles langues celtiques, le terme rot, R-O-T-H, désigne l'impétuosité, tandis que rod, R-O-D, signifie rapide et on, A-W-N, signifie eau. Les Grecs l'appelèrent Rhodanos et les Romains Rhodanus. Nous connaissons quant à nous le couloir rhodanien. Le Rhône en chiffres. Le fleuve a une longueur de 812 km, dont 290 en Suisse et 522 en France. La superficie du bassin est de 97 000 km², dont 7 000 en Suisse et 90 000 en France. Les affluents suisses sont en effet de simples torrents tombant droit de la montagne, alors que les affluents français sont de longues rivières. Son débit est de 1800 m3 par seconde à l'embouchure du Grand Rhône. Cela le situe à la 48e place du classement mondial. Ce chiffre moyen est peu significatif puisque le débit varie considérablement selon les saisons. À Avignon, le débit moyen modulé est de 1600 m3 à la seconde. Mais le calcul prend en compte des étiages de 540 m3 par seconde et des crues décennales de 7200 m3 par seconde. L'énorme apport de la Saône. Principal affluent du Rhône, la Saône atteint 480 km de longueur entre sa source, aux confins des Vosges et de la Lorraine, et la ville de Lyon. Lorsque le Rhône arrive à Lyon, son débit moyen est de 600 m3 par seconde environ. Mais après la confluence, il atteint 1000 m3 par seconde. C'est dire le considérable apport de la Saône qui est d'ailleurs navigable sur 373 km. Voyons maintenant les grands affluents du Rhône. En premier, l'Ain, sur la rive droite. Long de 200 km, la confluence se fait à Auton, à 30 km en amont de Lyon. En deuxième, la Saône, sur la rive droite. D'une longueur de 400 km, la confluence se fait à Lyon. En troisième, l'Isère, sur la rive gauche. D'une longueur de 290 km, la confluence se fait à mi-chemin entre Tournon et Valence. En quatrième, la Drôme, sur la rive gauche. D'une longueur de 110 km, la confluence se fait à 20 km en aval de Valence. En sixième, l'Ardèche, sur la rive droite. D'une longueur de 120 km, la confluence se fait à 5 km en aval de Pont-Saint-Esprit. En sixième, la Durance, sur la rive gauche. D'une longueur de 304 km, la confluence se fait au niveau d'Avignon. Et enfin, le Gard, sur la rive droite. D'une longueur de 133 km, la confluence se fait en amont de Tarascon-Beaucaire. Voyons en détail les 5 parties du fleuve. Décrire le Rhône revient à expliquer comment un torrent né d'un glacier se fait fleuve majestueux qui se sépare en une multitude de bras avant de rejoindre la Méditerranée. En premier, nous avons le Rhône suisse, du glacier au lac Léman. Si la source officielle du Rhône, Rothen, dit-on là-bas, se trouve à 1765 mètres d'altitude, il faut se souvenir qu'il est alimenté par les eaux de fonte de l'énorme glacier de la Furka qui tombe à 3000 mètres d'altitude et plus, et de ses premiers kilomètres au fond de la vallée qui relie le col de Saint-Gothard au Léman. Il s'engraisse des eaux abondantes de torrents par dizaines. C'est donc un beau cours d'eau qui se jette dans le Léman entre Saint-Gingolph et Villeneuve. Les particules d'eau du Rhône, nous disent les savants, mettent 12 ans à traverser le lac. Qu'ont-elles donc fait pendant tout ce temps? Entre autres, contribuer à creuser les canyons qui creusent le lac jusqu'à 312 mètres de profondeur. En numéro 2, le Haut-Rhône, du lac Léman à Lyon. À la sortie du Léman, le Rhône n'est plus qu'à 370 mètres d'altitude. Il reste pourtant montagnard puisque l'Arve l'enrichit encore des eaux de fonte des glaciers du Mont-Blanc. Mais en se glissant entre le Jura sur la rive droite et les Alpes, la rive gauche, il est déjà devenu un fleuve de plaine. Et si son image d'ancienne frontière entre la France et la Savoie quand elle était piémontaise lui donne une dimension historique, le Rhône prend désormais la personnalité d'un cours d'eau domestiqué. Après l'impressionnant défilé de l'Écluse et le méandre de Bellegarde sur Valserine, voici le barrage de Génissia, le premier des 20 ouvrages qui régulent son cours et lui mendie au passage la fabrication de mégawatts. À peine éloigné du Jura, après avoir longé le Bugey et s'être enrichi de l'Ain, le fleuve sinue en plat pays et arrive à Lyon en terre tranquille. En numéro 3, le Rhône moyen, de Lyon à Montélimar.
La rencontre avec la Saône transforme radicalement la personnalité du Rhône. Après avoir traversé Lyon en parallèle, les deux cours d'eau s'unissent et c'est un fleuve puissant qui file plein sud, droit vers la mer. La plaine s'élargit, mais des reliefs très marqués l'encadrent. Sur la rive gauche se succèdent les sentinelles du Massif central avec les monts du Pilat, le Mézenc, le mont Lozère. Et sur la rive droite se déploient les étages de falaises du Vercors. Dans ce cadre grandiose, le fleuve se fait gourmand, car voici le vignoble des côtes du Rhône avec des noms prometteurs. Côte-Rôtie près de Vienne, Gros-Hermitage vers Tournon, Saint-Joseph comme on approche de Valence. Et là où ne s'alignent pas les rangées de cèpes, ce sont les arbres fruitiers, pêchers, cerisiers, abricotiers, tous les cadeaux du soleil méridional. En numéro 4, le Bas-Rhône, de Montélimar à Arles. C'est le sud. Large et alongui par la très faible pente, le Rhône s'évaporerait en partie au soleil s'il ne recevait pas les eaux nerveuses de l'Ardèche et du Gard sur sa rive droite, deux rivières capables de crues subites, aptes à noyer la Camargue. La mer paraît désormais toute proche, mais la montagne vient rappeler au Rhône ses origines, avec la crête blanche du mont Ventoux, dont le calcaire est aussi blanc que neige, avec la confluence de la Durance, dont les troupeaux de moutons en transhumance suivaient autrefois la vallée pour rejoindre leurs estives alpines, et avec la chaîne des Alpilles, dont la silhouette en dents de scie évoque bel et bien le massif alpin. Et en numéro 5, le delta du Rhône, d'Arles à la Méditerranée. Il y a de cela des siècles, à force de pousser devant lui des masses d'alluvions arrachées à ses berges, le Rhône impétueux ne parvint plus à se jeter dans la Méditerranée. Alors, ses eaux s'égarèrent dans une vaste plaine sablonneuse, en une multitude de bras qui se croisaient et se mêlaient, formant une myriade d'étangs et de lagunes avant de toucher enfin la mer, la Camargue, pays du sable. C'est sous le Second Empire que les eaux du fleuve furent orientées en deux bras, le Grand et le Petit Rhône, tandis qu'on commençait à creuser des canaux de navigation pour le mettre en communication avec les ports maritimes de Sète et de Marseille. Je vous propose de voir maintenant les aménageurs du fleuve. Il y a la Compagnie nationale du Rhône, ou CNR. Production hydroélectrique, aménagement permettant la navigation fluviale, gestion de l'eau à usage agricole, sont les champs d'activité de la Compagnie nationale du Rhône. Créée en 1933, cette société d'économie mixte rassemble les collectivités concernées par l'aménagement du fleuve. Ses premières réalisations furent ambitieuses, avec notamment le barrage de Génissia. Le Rhône, un fleuve canalisé. À la fin du XIXe siècle, il parut inadmissible que le transport des matières premières et des marchandises soit soumis à la profondeur d'eau disponible ou pas dans le Rhône. L'ingénieur Henri Girardon mit alors au point des aménagements destinés à creuser le lit du fleuve. Il s'agissait de digues dont les parois lisses facilitaient l'écoulement de l'eau, qui ainsi chassait les sédiments. De plus, à l'intérieur des courbes de méandres, il construisit des épis pour canaliser les filets d'eau vers l'extérieur, ce qui avait aussi pour effet d'accélérer le courant. Du côté des industries, la canalisation du Rhône et les progrès techniques du XIXe siècle ont donné à certaines parties de la vallée une vocation de bassin industriel, modifiant notablement le paysage. Premièrement, avec les barrages hydroélectriques. Le premier barrage hydroélectrique édifié sur le Rhône fut mis en service en 1899 après 7 ans de travaux. C'est l'usine de Cusset, près de Villeurbanne, qui était destinée à alimenter l'industrie textile lyonnaise alors en pleine expansion. Les barrages de l'ère moderne se caractérisent par le fait qu'ils ont une double fonction, produire de l'électricité et absorber les crues du Rhône. Ainsi naquit Génissia, à 14 km en aval de Genève, commencé en 1936 et achevé en 1948, qui avait pour mission d'alimenter Paris en électricité. Aujourd'hui, le Rhône compte 19 sites, tous conçus sur le même modèle et réunissant donc un barrage de retenue, une centrale hydroélectrique et une écluse pour les péniches, dont 14 à grand gabarit. Donzère-Mondragon, à 15 km en aval de Montélimar, est le plus gros producteur d'électricité du Rhône. Il fournit l'équivalent de la consommation annuelle de Lyon. De plus, il possède le plus long canal de dérivation et la plus haute écluse du Rhône. Deuxièmement, nous avons les centrales nucléaires. Parce que le courant du fleuve offre un circuit de refroidissement naturel, plusieurs centrales nucléaires sont situées sur le Rhône. Elles sont situées au Bugey, à Saint-Alban, à Cruasmez, au Tricastin et à Marcoule. La centrale du Tricastin réunit autour d'elle plusieurs entreprises et centres de recherche spécialisés dans le nucléaire et génère 5000 emplois. Le couloir de la chimie. Ainsi désigne-t-on l'étroite bande étalée sur 10 km à la sortie sud de Lyon. Entre le Rhône, l'autoroute A7, des voies de chemin de fer et les escarpements du relief se serre une raffinerie, des usines pétrochimiques et chimiques. Sous Vénissieux, tous les grands noms sont présents.
Elf, Rhône Poulenc, Rhodia. À l'origine, s'étaient installées quelques unités de production de teinture destinées à l'industrie textile lyonnaise. Aujourd'hui, cette accumulation d'établissements à risque représente une menace potentielle pour 400 000 habitants. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez le fleuve Rhône, peut-être habitez-vous pas très loin. Je vous retrouve bientôt pour 2 nouveaux numéros de la série du Rhône. Nous allons parler de l'écologie du fleuve, mais également de la vie du fleuve. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.